Bref, donc si tu veux bien, passons à notre premier joueur du jour. Du coup, allons sur l'Australien directement. Allons sur Andrew Bogut. Bogut, 9 saisons sur la décennie. C'est quand même pas mal, hein, je pense que tu t'attendais à moins. Mais de facto, 9 saisons, bon, en vrai, il n'y en a que 6 ou 7 de vrai, et encore, 7 points de moyenne sur la décennie, 25 minutes de jeu par match sur la décennie, 9100 minutes sur la décennie, donc on est sur le 236e total de la décennie. C'est quand même devant certains noms comme Kevin Garnett ou des noms comme ça. 375 matchs. Au niveau palmarès, le titre en 2015, évidemment, avec les Warriors, et aussi une All Defensive Second Team en 2015. Donc, c'est déjà pas mal. Pour les critères d'aujourd'hui, c'est pas mal comme palmarès, on va dire. Au niveau des comparaisons de draft, ça, pour le coup, toujours au rendez-vous, hein, nos chers amis de chez nbdraft.net, eux, ils avaient comme comparaison Vlade Divac. Voilà, un peu facile, j'ai envie de dire. Toujours les rapprochements à couleur de peau. Ouais. Peut-être le passing aussi, c'est vrai qu'il y avait certaines similarités. Et alors, au niveau de Draft Express, comparaison de draft aussi à l'époque, pour eux, le meilleur scénario possible, c'était Brad Miller qui rencontre Vlade Divac, justement, le meilleur des deux mondes. Et le pire, c'était Chris Kaman. Voilà. Donc je pense que Bogut a fait un peu mieux. Bogut, qui on rappelle, a été le premier choix de la draft, hein, à l'époque. Mais bref, donc pas de surnom, hein, pour Andrew Bogut, et donc rapidement son classement avant qu'on débatte de son cas. Donc, comme je disais, premier choix de la draft 2005, donc il a 26 ans au moment du début de notre période, et il sort d'ailleurs d'une saison All-NBA en 2010 avec Milwaukee, et il sort aussi d'une année, et tu sais, sa fameuse blessure au coude, je crois que c'est contre Amar'e Stoudemire ou un truc comme ça, blessure assez horrible, hein, n'allez pas la voir. Mais bref, donc il sort d'une très bonne année à Milwaukee, où malheureusement il a été blessé, il n'a pas fait les playoffs, mais 2011, du coup, première année de notre décennie, il est à 35 minutes de jeu par match, toujours un énorme temps de jeu, 13 points de moyenne, 11 rebonds, une grosse présence défensive, mais malheureusement pas de playoffs pour Milwaukee de Brandon Jennings et de Scott Skiles, le coach. 2012, il fait à peine que 12 matchs, des blessures avec Andrew Bogut, c'est un peu le problème aussi avec son cas. Et puis durant l'année, il est aussi échangé à Golden State, le fameux échange contre Monta Ellis. 2013, il fait 25 minutes par match, pas mal, mais là encore que 32 matchs dans l'année. C'est un peu dommage, c'est la saison où les Warriors se révèlent, mais lui il ne fait que 32 matchs malheureusement. En playoff, ça va au deuxième tour, ça bat Denver au premier tour, et ça tombe contre les Spurs de la grande époque, hein, au deuxième tour. 2014, 67 matchs pour notre ami Andrew Bogut, donc c'est un peu mieux. 26 minutes par match, pas un temps de jeu non plus hyper imposant, 7 points de moyenne et une présence défensive surtout, on va dire. En playoff, ça tombe contre les Clippers au premier tour. 2015, avec l'arrivée de Steve Kerr, lui est toujours là, 67 matchs, 24 minutes par match. Et en playoff, ça va jusqu'au titre, évidemment, avec le titre contre Cleveland en 2015. 2016, la fameuse année à 73 victoires, lui est toujours là, 70 matchs, une vingtaine de minutes par match à peine, ça commence un peu à baisser. Et en playoff, on connaît, ça tombe en finale contre les Cavaliers. Et puis ensuite, été 2016, pour pouvoir accueillir Kevin Durant, il est échangé au Mavericks en compagnie de Harrison Barnes. Et en fait, c'est un peu le début de la fin, puisque 2017, il fait une vingtaine de matchs avec Dallas. Puis il est coupé, ou en tout cas, il y a un buyout. Et il signe avec les Cavaliers à l'époque, les Cavaliers en plein milieu de la rivalité Cavs-Warriors. Et malheureusement, moi je me souviens de cette image, je sais pas toi, mais en fait il se blesse au bout de 1 minute. Il entre en jeu avec les Cavs et il se blesse au bout d'1 minute. Il se casse la jambe. Et du coup, en fait, voilà, il ne joue plus la saison 2017. Et 2018, il fait une vingtaine de matchs avec les Lakers. Et 2019, une dizaine de matchs avec les Warriors. Il est retourné aux Warriors. Et puis d'ailleurs, ça compte pas, mais il a aussi été MVP de la Ligue de la NBL en 2019. Je t'informe. Mais on est hors décennie, enfin en tout cas, on est hors cadre pour nous. Mais bref, donc oui, évidemment, il y a un manque de longévité assez évident. Le découpage est loin d'être idéal pour lui, dans le sens où c'est plutôt un joueur 2005-2015, on peut dire. Oui, parce qu'en fait, il y a quatre saisons, quatre vraies saisons dans la décennie. La 2010-2011, et puis ensuite entre 2013 et 2016. Le reste, c'est des blessures et 20-30 matchs par-ci par-là. C'est pas un cas évident, parce qu'il me fait penser au cas de Brook Lopez un peu, mais avec la longévité en plus pour Brook Lopez, qui doit être dans les places 40, je crois, du classement. Oui, ouais. C'est un joueur qui a commencé un peu comme franchise player, qui était pas vraiment fait pour ça, en tout cas qui avait ses limites comme franchise player, et qui s'est reconverti en role player dans une équipe qui a gagné le titre. Moi, c'est vraiment un joueur que j'adorais à Golden State pour son intelligence de jeu, sa dureté aussi, hein. C'était un joueur assez dur, il posait des écrans qui étaient redoutables. Je
pense que si il avait une telle longévité dans une équipe qui n'avait pas gagné autant de titres, enfin là 2 pour lui, on n'en parlerait même pas dans le best of the rest, et même il y aurait même pas débat pour rentrer dans le top 100. Oui. Là, c'est quand même un joueur qui est essentiel, et c'est vrai que il est essentiel aussi parce que le trade Bogut Monta Ellis, c'est le début de tout pour la dynastie des Warriors. Donc c'est lui Ouais, et c'est tout autant son ajout à lui que presque le fait de retirer Monta Ellis, quasiment, ouais, absolument. on peut dire. Absolument, bah, ça permettait déjà une assise défensive qui était absolument impossible avec Ellis, et parce qu'il jouait à un niveau presque, enfin à un niveau All Defense First Team sans doute, et presque défenseur de l'année, Bogut parfois. Et puis en plus c'était le joueur parfait pour le système des Warriors parce c'était un très très bon passeur, très intelligent, donc il collait parfaitement à ce système-là. Mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de matchs que c'est difficile de le mettre très haut, je pense, d'autant que la première saison à Milwaukee, où donc il a des grosses responsabilités, hein, comme tu l'as rappelé, quand on regarde les stats, on se dit qu'en tant que première option ou option très importante, il est à 20 ou 21% d'usage, bon, ce qui est assez important pour un pivot, mais à l'époque en tout cas. Mais offensivement, il est d'une efficacité totale, quoi. C'est le nombre de points par tir tenté est très très faible, il est en dessous des 1 point par tir tenté. Donc c'est pas comme s'il avait 1 ou 2 saisons de franchise player de très bon niveau. Certes, Oui. défensivement c'est très bien, mais offensivement c'est vraiment faible, quoi. Bah, c'était un joueur offensif, hein, de post-up, hein, clairement. Ouais, c'est ça. Et donc c'était pas quelqu'un qui allait accumuler pas mal de points faciles sur des catch and finish ou ce genre de choses. Et en plus, comme je dis, il revient de sa blessure au coude en 2011, qui était encore une fois assez moche et qui a dû le gêner aussi. De base, c'est pas non plus effectivement quelqu'un qui était hyper efficace non plus avant cette décennie. Donc bref, on est sur une année pas top globalement à Milwaukee, mais c'est vrai que ce qu'on disait aussi avec Antoine, pourquoi est-ce qu'on l'a repêché, c'était, je crois que c'est Antoine qui formulait carrément en disant, bah, s'il n'y avait pas eu Dwight Howard sur cette fin des années 2000, début 2010, il y a peut-être une fois où Bogut aurait carrément pu choper le défenseur de l'année. Et effectivement, en termes de niveau de jeu pur, j'avoue que l'impact défensif était à ce point intéressant. Après, le vrai problème, c'est que on voit bien, tu vois, 2012, on aurait pu avoir une saison complète, on l'a pas, quoi. On a 12 matchs sur l'année. 2013, avec les Warriors, on a une trentaine de matchs également. C'est pas une vraie saison, même si là, pour la fin de saison et les playoffs et tout ça. Mais voilà. Et ensuite, avec les Warriors, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas des temps de jeu titulaires, quoi. Il était titulaire de facto, mais c'est pas des gros temps de jeu, on va dire. On est plutôt autour des 25 minutes de jeu plutôt que des 30, 32, 35 minutes, quoi. Donc il y a quand même cette nuance à apporter. Et en même temps, je me dis, déjà, premièrement, bon, l'attaque était pas là, il y avait que la défense, entre guillemets, mais c'est de la défense, d'une part, d'élite, et en plus, c'était de la protection du panier. Donc, c'était quand même la chose la plus importante en termes de valeur. Effectivement, s'il avait fait ça depuis un poste derrière, on s'en ficherait un peu. Mais là, clairement, comme c'est de la protection du panier, c'est ultra valuable, donc ça compte, je trouve en tout cas. Comme tu as dit, il y avait le côté passing qui faisait un peu du bien dans le système des Warriors. Peut-être qu'on l'oublie un peu, mais c'était pas les Warriors de Steve Kerr encore, hein. C'était notamment les Warriors de Mark Jackson avec beaucoup plus de jeux statiques et tout ça, et ça jouait beaucoup avec David Lee et parfois Andrew Bogut en tête de raquette qui aimait bien distribuer un peu le jeu. Il y avait moins de free flow qu'actuellement en 2022, hein, par exemple, très clairement. Donc il y avait ce petit apport offensif. Et puis tu sais, je me dis aussi, Manu Ginobili, par exemple, qu'on a assez haut dans le classement, il était très fort dans ce qu'il faisait. Finalement, à part une année de la décennie, il le fait sur que des saisons autour de 20 minutes de jeu, quoi. Et c'est vrai que, Bogut n'a pas du tout ce même niveau de jeu, on est d'accord, mais pour dire que finalement, certes, c'est pas des saisons à 35 minutes de jeu par match pendant une demi-décennie, mais bon, on a finalement une poignée de 3, 4, non même 4, 5 saisons, 4, 5, 6, à 20 minutes de jeu par match, 25 même, dans des équipes compétentes. C'est pas idéal, mais c'est pas non plus rien, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si on suit un peu ce modèle Ginobili. Oui, moi, c'est pas vraiment le minutage qui me pose problème, le minutage par match. Je trouve qu'effectivement, quand il y a un gros impact, ça se défend tout à fait. En plus, je pense qu'il faut aussi ajouter que dans les années donc 2014-2016, qui sont vraiment les très grandes années des Warriors, il y a eu tellement de blowout que le plus souvent les titulaires jouaient pas le quatrième quart-temps.
Et tu regardes les minutes par match de Curry ou Thompson ou Draymond Green, c'est pas énorme non plus parce que ils se baladaient, quoi. Donc ça me gêne pas plus que ça. C'est juste le fait qu'il n'ait pas réussi à avoir plus de 1000 minutes par saison, plus de 4 fois dans la décennie, en fait. Ouais, effectivement. Mais après, effectivement, comme on disait aussi, l'impact défensif était assez dingue parce que c'était... alors, je pense que sur cette décennie, on n'a pas eu le niveau défenseur de l'année. C'est plus la fin des années 2000, sans doute, peut-être jusqu'à 2010, comme on parlait avec Antoine. Mais tu regardes ces on-off défensifs, on est notamment sur les chiffres au panier. Comment se comporte l'équipe quand lui est sur le terrain ou pas vis-à-vis de la défense du panier? On est sur de l'élite de chez élite, quoi. C'est toujours au-dessus du 90e centile, voire même du 95e centile sur des on-off au panier. Enfin bref, on avait vraiment quelqu'un de à ce point intéressant sur la protection du panier parce que très grand, très long, qui en plus avec pas mal d'années en carrière était devenu petit à petit très bon dans le jeu en termes de placement, en termes de tous ces petits détails. Donc on avait un vrai défenseur, même si c'était que sur 25 minutes et pas sur 35. Ça, je trouve ça assez cool. Après, il faut voir aussi à quel point est-ce que l'attaque pénalisait l'ensemble. J'ai tendance à dire non, pas tant que ça, parce que ok, pas de spacing et ok, pas un scoring hyper efficace, mais en même temps, c'est encore une époque où on n'est pas en demande absolue de spacing comme aujourd'hui, j'ai envie de dire. En tout cas, ça me paraissait pas un handicap offensif. Je sais pas ce que t'en penses, beaucoup de qualité sur le terrain pour les Warriors. Ah non, pour les Warriors, non. Pour les Bucks, On est je d'accord, dirais un peu parce que ça faisait que c'était un style un peu old school, il y avait effectivement pas beaucoup de shooting, c'était un peu lent. Puis bon, Scott Skiles, c'est pas l'entraîneur le plus spectaculaire du monde, quoi, le plus inventif en attaque. Pour les Warriors, non, pas du tout, parce que même au contraire, je dirais, ils faisaient exactement ce dont ils avaient besoin pour un pivot, c'est-à-dire poser des gros écrans et être bon à la passe. Ouais. Donc, il me semble que c'était le pivot parfait en un sens pour eux, parce que dans le style des Warriors, ils n'ont pas forcément besoin d'un rim runner ou de quelqu'un qui sache se créer son tir au poste de pivot. D'ailleurs, on le voit bien avec Wiseman en ce moment, c'est que ça fonctionne pas aussi parce que Wiseman n'a aucun sens de la passe. Et c'est ce qu'il leur faut dans ce style offensif où ça bouge beaucoup, où il y a beaucoup d'écrans. Et Bogut pour ça était parfait. Donc, alors je suis pas sûr que ça se voit trop dans les on-off pour le coup, qu'il avait un impact vraiment intéressant offensif, mais il y a rien de catastrophique non plus. Si d'ailleurs je suis en train de vérifier, c'est plutôt positif. D'ailleurs, c'est les deux, trois seules saisons de sa carrière où il a un impact aussi positif. Les saisons 2013-2015 en attaque, alors qu'en défense c'est toujours autant le cas. Bon, faut voir, il y a un peu de bruit dans ses stats forcément parce qu'il était souvent avec les titulaires, mais je pense qu'il convenait parfaitement pour ça. Ouais. Mais dans un rôle de role player, pas de quelqu'un qui tient l'attaque. Il était 4e ou 5e option, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, bah, si on en arrive un peu à compter les saisons, puisque c'est l'exercice de la valeur cumulée, je comptais une top année en 2011, une top, entre guillemets top, parce que c'est dans un rôle un peu majeur, mais effectivement, en termes de qualité, c'est pas la folie. Et on va dire 3 bonnes saisons de role player plus. Role player plus, on peut dire peut-être 14, 15, 16, sachant que 2013, il est blessé. Donc voilà un peu pour le total. 1300 minutes de playoff d'ailleurs, ça aide d'être dans une dynastie. 1300 minutes, c'est 89e, donc c'est dans le top 100. Donc c'est quand même plutôt pas mal comparé en saison régulière où il est dans plus de 250 en termes de minutage. Mais bref, du coup, où est-ce qu'on l'imagine avec ces 4 saisons à peu près, on va dire, où est-ce qu'on l'imagine dans le classement? Moi, je suis pas sûr de le mettre dans le top 100, mais Carrément. je trouve que c'est un peu faible, quoi, en termes de minutage. Je le mettrais vraiment tout en bas, quoi. Parce que tu vois, par exemple, on avait fait le cas de Tristan Thompson. Bon, il n'y a pas énormément plus, quoi. Je pense que Thompson, moi, je l'avais mis dans la liste à la base parce que je voulais récompenser la flexibilité en playoff et tout ça. Mais quand on avait fait son cas, on s'était dit, mais en fait, on va le rajouter sur des saisons régulières. C'est un peu nul, quoi. Ouais, voilà, disons que peut-être que ça serait lui la barre. Je peux voir l'idée de le mettre au-dessus de Thompson, Bradley ou Aminou, qui sont les 3 derniers. Je le mettrai pas plus haut, quoi. Vraiment pas plus haut. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on peut le mettre par là. Ouais, j'avoue que je serais pas contre le mettre plus haut, moi. Ok. Mais en même temps, non, mais
je me retiens de le faire parce qu'il y a la question du minutage qui est quand même assez important. Et comme on est sur de la valeur cumulée, je veux pas non plus exagérer en disant bah oui, mais intrinsèquement il était bon. Oui, mais en même temps il était pas là, quoi. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, tu vois, en même temps, bon, 3 saisons de rôle. Ouais, non, ça me va. Ok. Ça me va et je pense que tu vois, Thompson a plus d'années, mais en faisant beaucoup moins, en étant moins bon intrinsèquement sur les minutes où il a joué. Donc bon an mal an, ça me va de le mettre par là. Ok, donc on serait autour du avant-dernier à peu près dans ce classement. Et donc petit quiz pour finir, ah mince, j'ai pas noté la date d'ailleurs. Nous sommes en plein playoff 2013, un match du premier tour entre Denver et Golden State et Andrew Bogut met un poster dunk sur Javel McGee. Est-ce que tu es capable de me citer rapidement des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk assez monumental de Bogut sur Javel McGee? C'est la saison 2012-2013 ou 2013-2014? Exactement, 2012-2013, ouais. Voilà, 2012-2013. Donc il vient d'arriver. Donc il y a j'imagine qu'il y a Curry. Ouais. Il y a Thompson. Oui. Harrison Barnes. Exactement, Harrison Barnes. Et Bogut. Du coup, il t'en manque qu'un. David Lee. Non, c'est pas David Lee, c'est même pas un intérieur. Bazemore. Non, il est peut-être pas déjà là, lui. Il est là, mais il est rookie, mais non, c'est pas lui qui est sur le terrain. Non, on est plutôt sur l'époque où c'était quelqu'un d'autre qui était un peu le meneur de facto pendant que Curry il courait à travers les écrans. Il y a déjà Jarrett Jack. Exactement, c'est Jarrett Jack, cette saison-là 2013. Donc voilà pour Golden State. Et est-ce que tu as des joueurs sur le terrain du côté de Denver cette fois? Oula, alors là, Denver 2013, donc attends, c'est quoi cette équipe? Ty Lawson. Exactement, ouais. Gallinari. Pas sur le terrain. Mais si, c'est la fameuse année où ils font 3e de conférence, justement, et ils se font upset par Golden State qui est 6e. Oui, c'est l'année où George Karl se fait virer après avoir été entraîneur de l'année. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, ok. Oui, donc c'était une belle équipe, il y avait Iguodala. Exactement, Iguodala était sur le terrain pour Denver et pas pour les Warriors. Javel McGee, je te le compte aussi. Hein. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Donc Lawson, Iguodala, McGee, Evan Fournier, non, c'est un peu tôt. Non, c'est pas un peu tôt, mais il était pas sur le terrain. Effectivement, il te manque 2 ailiers. Alors tu m'as dit Gallinari, non, mais c'était l'autre de New York. Oui, Wilson Chandler. Et le dernier, c'était un champion NBA 2011 qui est passé par chez toi avant et après. Un champion NCAA même, avec Joachim Noah et Al Horford. Ah, Corey Brewer. Corey Brewer, effectivement. Alors là, j'avais complètement oublié qu'il était passé à Denver, Corey Brewer. Effectivement, il était dans cette équipe de Denver qui n'avait pas de go-to-guy, mais qui courait de partout. Et lui, il courait, et ça lui allait. Ah bah, c'est ce qu'il sait faire. Le dunker ivre, comme il est surnommé. Oui, effectivement. L'homme qui a mis combien 50 points 51 51, je crois, oui. Une des prestations les plus improbables de la décennie, sans doute. Il y a des gens qui gagnent à la loterie, mais lui, il a gagné à la loterie, il a mis 50 points dans un match, notre ami Corey Brewer. Mais bref.